Et bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans le Mondorien. On est parti pour une bonne heure d'infos avec notre grand dossier, les images qui ont marqué la journée et évidemment notre grand invité de fin d'émission. Mais commençons par le commencement, et le commencement c'est de l'actu avec un retour sur ces incursions de drones russes en Pologne et en Roumanie qui relance la grande question de la stratégie défensive de l'OTAN, une question sur laquelle on reviendra avec deux experts dans un instant. Et puis le Mondorien, c'est aussi chaque soir une rencontre ce soir avec les auteurs de cette BD qui fait beaucoup parler, une BD sur le parcours d'une figure majeure de la décolonisation africaine, Patrice Lumumba, une BD qui nous questionne aussi sur notre histoire à nous, sans oublier l'arrêt sur image, 3 images fortes qui ont marqué l'actualité ou encore tout ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux avec le scroll. Bienvenue dans le Mondorien et on commence tout de suite avec le grand dossier du jour, on ouvre le 22h10 Actu. Les pays membres de l'OTAN sont confrontés à un test sécuritaire. Moins de 4 jours après la spectaculaire intrusion dans le ciel polonais de 19 drones russes, un autre pays membre de l'OTAN, la Roumanie, a affirmé samedi qu'un appareil sans pilote avait violé son espace aérien. Retour en images avec Lionel Kremer. C'est dans la nuit de mardi à mercredi passé que tout a commencé. Peu avant minuit, une vingtaine de drones venus de Russie pénètrent dans l'espace aérien polonais. Immédiatement, Varsovie déclenche une opération militaire au sein de l'OTAN et réussit à détruire tous les engins. Mamy wątpliwości, że nie było to zdarzenie przypadkowe. Zadziałały mechanizmy sojusznicze wewnątrz NATO. W akcji uczestniczyły siły polskie, holenderskie, włoskie i niemieckie, za co sojusznikom serdecznie dziękujemy. Un incident sans précédent qui n'a pas tardé à entraîner une série de réactions à travers l'Europe. Acceptable. It is a targeted provocation, and it is a provocation not only against our Polish neighbors, friends and allies, but against NATO as a whole. We stand altogether firm side of our Polish friends. Une position également partagée par le ministre de la Défense britannique. So together, we, the E5, totally condemn these attacks. Russians' actions are reckless, they're dangerous, they're unprecedented. We see what Putin is doing. Yet again, he is testing us. Yet again, we will stand firm. Dans la foulée de cette intrusion, la Pologne décide de saisir vendredi le Conseil de sécurité de l'ONU, un conseil durant lequel Moscou continuera de nier toute incursion. Где осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним. Никаких целей на территории Польши не намечалось. Des explications qui ne réussissent pas à convaincre. L'OTAN décide alors de renforcer immédiatement sa présence sur son flanc est. NATO is launching Eastern Sentry to bolster our posture even further along our eastern flank. This military activity will commence in the coming days and will involve a range of assets from allies including Denmark, France, United Kingdom, Germany and others. Mais dès le lendemain, c'est un autre drone russe qui franchit cette fois-ci l'espace aérien roumain, continuant d'alimenter les inquiétudes d'une escalade. Du côté de l'Ukraine, il ne fait aucun doute, Moscou teste la vigilance de l'OTAN. Ми готові навчити такому захисту всіх партнерів. Всі бачать, що росіяни розвідують, як винести війну на територію Польщі, Балтійських держав. Російська армія випробовує Румунію. Важливо, щоб не втрачався час. Depuis vendredi, la Russie et la Biélorussie ont lancé un exercice militaire d'envergure, ravivant une fois de plus la tension aux frontières orientales de l'Alliance et obligeant l'Europe à rester aujourd'hui plus que jamais sur ses gardes. Et deux invités avec moi ce soir pour décrypter tout ça. Ici en plateau d'abord, bonsoir Vincent Mertens. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien ambassadeur de la Belgique auprès de l'OTAN, ancien ambassadeur en Russie aussi. Et puis nous sommes en communication avec le général Michel Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major du CHEP, quartier général des forces de l'OTAN en Europe. Bonsoir, merci beaucoup d'intervenir dans le Mondorien. Général, je commence justement avec vous. J'aimerais d'abord qu'on revienne donc sur ces incursions de ces drones russes en Pologne et en Roumanie. Selon vous, c'est quoi? C'est de la provocation, c'est de l'agression, c'est des tests, c'est un peu tout à la fois? Alors, l'agression, c'est le fait et la provocation, c'est l'intention. Quand vous envoyez des engins
dans un autre pays, et c'est pas pour être gentil, ça s'appelle une agression. Là, je parle au sens légal du terme, c'est une agression. Si la France lance un missile en direction de la Belgique, c'est une agression. Et puis après, il y a l'intention. Ma supposition est qu'il s'agit d'une provocation délibérée des Russes. C'est un test de nos dispositifs. C'est un test de notre volonté politique, c'est un test de notre capacité à nous mobiliser de façon crédible. Voilà, Poutine est dans le test en gros depuis 2008 en réalité. Et jusqu'à présent, il faut reconnaître que en dehors du test de 2022 face à l'Ukraine, parce qu'elle ne s'est pas effondrée, tous les autres tests se sont plutôt bien passés pour lui. Vincent Mertens, justement, est-ce que nous, Européens, est-ce que nous, OTAN, on répond correctement à ces tests russes, à ces tests de Vladimir Poutine ? Je ne trouve pas la réponse totalement adéquate. Je partage l'analyse telle qu'elle a été faite par le général et je crois qu'on s'attendait à ce genre de choses. Je crois que nos radars voient ces engins de l'autre côté de la frontière. Donc, quand il y en a à peu près 19 qui passent au-dessus de la Pologne, qu'on en abat 4, je suis un peu étonné. Mais les militaires s'y attendaient. Est-ce que le politique s'y attendait à tout ça ? Sans doute non. Je dois dire que la préparation générale de notre population européenne n'est pas tout à fait adéquate d'après moi. Elle est plutôt soft. On n'aime pas parler de ces choses-là. Et si on peut l'éviter, on ne le fait pas. C'est vrai que général, aujourd'hui, on est malgré tout avec cette grande question aussi, ce dilemme, comment riposter face à ce qu'on a appelé effectivement une agression russe. C'est le grand dilemme aujourd'hui de l'OTAN ? Oui, et alors de l'OTAN ou de certains membres de l'OTAN. Parce que on peut faire des choses sans l'unanimité de l'OTAN. À l'heure actuelle, comme vous le savez, la Hongrie, la Slovaquie, dans une certaine mesure la Turquie, en réalité bloquent la plupart des initiatives qui permettraient, le cas échéant, de renvoyer l'ascenseur de façon utile à Poutine. Poutine a de très bons amis au sein de l'OTAN. Mais un certain nombre de membres de l'Alliance ont parfaitement le droit, à titre bilatéral, si j'ose dire, de rendre service à la Pologne et, soit dit en passant, ils auraient parfaitement le droit de le faire pour l'Ukraine, en dehors du cadre de l'OTAN. Mais Vincent Mertens, quand je parle de dilemme aujourd'hui, c'est quoi le dilemme aujourd'hui pour l'OTAN ? C'est d'être trop prudent et du coup de paraître pas assez crédible, ou à l'inverse, être trop brutal et du coup se retrouver face à une nouvelle potentielle agression russe ? On a tout un éventail de mesures possibles. Il y a une chose qui est claire, c'est que la Russie ne connaît que la force. Et donc quand la réponse est adéquate, quand la préparation est adéquate, ça a un effet dissuasif. Ici, donc si on est trop prudent, il nous voit comme des faibles et tout à fait, absolument. Et c'est ça que Poutine aime. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles et il le sait. C'est pour ça qu'il a commencé son opération. Si les 35 dernières années, on n'avait pas systématiquement pris nos dividendes de la paix, mais investi dans une défense plus crédible, il aurait sans doute hésité, ce qu'il n'a pas fait vraiment. Général, c'est aussi votre constat. Nous sommes faibles aujourd'hui face à Vladimir Poutine ? Alors, nous sommes faibles. Non, nous croyons faibles. La vérité des prix, c'est que les Européens sont plus nombreux que les Russes, que malgré tout, nous avons des armées additionnées conséquentes. On est... voilà. Mais nous croyons faibles, on se dit « oh là là, c'est compliqué ». Et Poutine nous tient, il maîtrise, il domine l'échelle de l'escalade, au sens il est toujours une marche devant nous, parce qu'il a le culot et parce qu'il sait souffrir. Son peuple sait souffrir et qu'il se dit que les nôtres ne savent pas souffrir. Donc ils ne sont pas prêts à se battre. En cela, malheureusement, il n'a pas tout à fait tort. Mais général, on est quand même, parce qu'on parlait de ces incursions de drones, on parle de drones, alors je ne connais pas les prix exacts, mais sans doute à quelques centaines d'euros. On voit notamment la France qui en réponse mobilise 3 Rafales. Est-ce que justement l'OTAN est vraiment prête à cette guerre hybride, à cette guerre des drones aussi ? Oui, alors non et oui. J'ai un peu caricaturé. Ces drones sont
de l'ordre de 20 000 $. Si on les flingue avec un missile à $1,5 million ou $1 million, le rapport est débile. Ceci étant, quand on parle de drones avec de l'explosif, il faut quand même inclure le coût de la cible dans le calcul économique. Je veux dire par là que votre drone de 20 000 ou 60 000 $, s'il vous incendie un hôpital et qu'il vous tue des gens, l'hôpital coûte plus cher que le missile que vous auriez utilisé pour l'intercepter. Donc le calcul économique, il n'est pas si direct que ça. Ensuite, des petits drones, comme ceux qu'ils ont envoyés, y compris des drones de reconnaissance, à la limite, on peut les négliger, sauf qu'ils ramènent du renseignement. Mais en se déployant à l'avant, le plus à l'avant possible, il se trouve que je soutiens l'initiative Sky Shield, nous seront forcés de développer un certain nombre de contre-mesures et de pratiques opérationnelles moins coûteuses. Et par exemple, l'aviation ukrainienne détruit aujourd'hui un certain nombre de drones depuis des avions au canon. Ce qui est, alors c'est pas économique de faire voler l'avion, mais tirer au canon, c'est économique. Le jour où on acceptera de jouer à ce petit jeu, on flinguera un certain nombre de drones, ce qui rendra service à tout le monde. On développera nos compétences, on améliorera notre matériel, on l'optimisera pour ce genre d'engagement. Bref, on sera moins naïf et face à un vrai problème. Et l'initiative Sky Shield, on y reviendra en deuxième partie de ce débat. On va vous expliquer aussi ce que c'est concrètement, Vincent Mertens. J'aimerais quand même, parce qu'on a parlé des Européens, j'aimerais quand même qu'on revienne sur la réaction des États-Unis aussi. Parce que Donald Trump, qui a parlé lui-même au début d'accidents, est-ce que c'est inquiétant quand même de l'entendre parler d'accidents après ces incursions de drones ? Pas plus ni moins que beaucoup d'autres de ces réactions. Oui. C'est l'incertitude. On sait qu'il est imprévisible, c'est une incertitude totale. Ce qui nous inquiète chez lui, c'est son imprévisibilité, et ce qui est toujours très inconfortable, tant pour la politique que pour le commerce. Et oui, et c'est assez incompréhensible la façon dont il s'acoquine avec la Russie d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Oui, parce que on saura pourquoi. Vous êtes ambassadeur honoraire. C'est compliqué aujourd'hui de se comporter d'essayer de comprendre comment on va tourner le monde avec un personnage comme Donald Trump, il faut le dire. Absolument. Et c'est ça qui est inconfortable, en effet. Oui. Général, au final, c'est vrai que même les provocations russes dans le ciel polonais ne semblent pas l'avoir convaincu, Donald Trump. Qui peut aujourd'hui persuader Donald Trump que Vladimir Poutine le balade ? Tant qu'il sera aveugle, personne. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait l'ambassadeur. Quand j'étais à l'armée, quand on faisait des exercices, on disait il est de bon ton pour un chef militaire d'être imprévisible à ses adversaires et prévisible à ses subordonnés pour qu'ils puissent se mettre plus facilement dans l'intention de la manœuvre. Là, en l'occurrence, Trump, il est imprévisible pour ses alliés et il est parfaitement prévisible pour Poutine. C'est-à-dire qu'on juge un arbre à ses fruits. Depuis que Trump est aux affaires, pour être plus précis, depuis que Trump fait campagne, depuis 4 ans, il n'y a pas une décision que Trump ait prise dont on puisse dire qu'elle a nui aux intérêts de Poutine. Je demande à quelqu'un de me trouver une décision de Trump qui n'allait pas dans le sens de Poutine. En revanche, des décisions, des proclamations, etc., qui taillent des trous dans notre alliance, en gros, il y en a une par jour. Et puis on se souvient de ce tapis rouge aussi qu'il lui a déroulé aussi en Alaska il n'y a pas si longtemps, Vincent Mertens, avant d'expliquer en deuxième partie ce qu'est ce programme Sky Shield. Ce genre d'attaques, ces incursions qu'ont connues la Pologne et la Roumanie, ça va se reproduire selon vous ? Il y a beaucoup de chances, ça va dépendre de notre réaction. Il y avait la même chose quand on a protégé avec nos avions, quand on protège avec nos avions les pays baltes. Ici aussi, il va tester, il va aller aussi loin qu'il peut, tant qu'il pourra dire que c'est pas nous. Oui, ça va sans doute continuer jusqu'à ce qu'il y ait des mesures efficaces pour les contrer. Et tant que Donald Trump parlera aussi d'accidents aussi après ce genre d'incursion. En tout cas, ces provocations, je le disais, elles relancent le débat sur la question de la stratégie défensive de l'Alliance. Mais de quoi parle-t-on exactement avec le projet Sky Shield ? Marie-Jean Riest nous explique tout dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Et de retour dans le Monde Orient, votre émission d'info du lundi au jeudi à 22h sur LN24. Toujours dans notre grand dossier actu du jour, ces provocations russes, elles relancent, je le disais, la question de la défense aérienne européenne. Et justement, le journal Le Monde en France a publié une tribune ce dimanche dans laquelle un collectif d'experts militaires réaffirme la nécessité de mettre en place le projet européen Sky Shield. Un bouclier, selon certains, du ciel calqué sur le modèle du dôme de fer israélien. Mais de quoi parle-t-on exactement? Marie-Jean Riès vous explique tout et on en parle juste après. Ce projet, il a un nom, Sky Shield, en français littéralement bouclier céleste. C'est aussi le nom de cette pétition qui a pour titre entier « Sauvons les civils des drones russes, protégeons le ciel de l'Ukraine ». Alors l'idée pour les auteurs, c'est donc de protéger l'Ukraine et les pays voisins en interceptant des drones ou les missiles russes qui pourraient éventuellement toucher des civils. Ce projet, il s'organiserait en 2 volets. 1, le déploiement de systèmes d'interception. 2, l'organisation de troupes aériennes avec des avions basés dans des pays voisins, comme la Pologne ou la Roumanie. Les experts précisent bien que ces forces resteraient loin de la ligne du front et donc n'auraient aucun contact direct avec l'aviation russe. Cette pétition, elle a reçu plus de 50 000 signatures depuis fin août. Et dans le monde, les auteurs sont très clairs. L'Europe ne doit plus se contenter de subir, mais doit assumer sa responsabilité en défendant sa liberté et celle des alliés. Vincent Mertens, c'est vrai que les experts ajoutent dans cette tribune que la posture exclusivement défensive est révolue. L'heure est venue de passer à la protection active. Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais c'est certainement... En tout cas, ce projet, vous le soutenez personnellement ? Oui, je suis convaincu que quand on a pris nos dividendes de la paix, qu'on a supprimé dans notre armée belge les chars lourds, ce que je peux encore comprendre, mais qu'on a supprimé aussi la défense aérienne, c'était une erreur majeure. Avec les institutions internationales à Bruxelles, avec le port d'Anvers, qui est un centre économique pas simplement primordial pour la Belgique, mais pour toute la région, on a fait des erreurs. Et donc, il faut les corriger. Il faut les corriger, pas individuellement. Évidemment, nous devons le faire avec les pays limitrophes, les voisins, parce que tout missile qui arrivera chez nous passera nécessairement au-dessus du pays de nos alliés également. Donc, il faut certainement être beaucoup plus actif qu'on l'a été jusqu'aujourd'hui. Général, vous êtes d'accord, il faut corriger nos erreurs. C'est une étape nécessaire, ce projet européen Sky Shield ? Alors, nécessaire, je ne sais pas, mais je pense que c'est une bonne idée. Il se trouve que j'ai signé la tribune. L'idée, pour moi, elle est plus politique qu'opérationnelle. Elle est, pour une fois, que nous prenions une initiative qui change la règle du jeu. Jusqu'à présent, la règle du jeu, elle est imposée par Poutine. Et chaque fois que l'un d'entre nous veut un petit peu élever le niveau de jeu, eh ben on a le chorus, pas que les Russes, qui disent la co-belligérance, comment osez-vous, bref. Donc là, pour une fois, c'est une initiative qui, d'ailleurs, inquiète beaucoup les Russes, puisque les réactions des Russes sont à la limite de l'apoplexie, là, quand on entend Peskov et les autres. Et du coup, je me dis que c'est une bonne idée. Parce que si ça énerve tant que ça les Russes, c'est que ça gratte quelque part. Et donc, pour moi, Sky Shield est essentiellement un outil politique destiné à compliquer la vie des attaques russes sur la moitié occidentale de l'Ukraine, permettant à l'Ukraine de densifier son réseau à l'avant, et donc ça contribue à l'aider dans son problème. Et pour une fois, nous changeons la règle. Pour une fois, c'est nous qui prenons une initiative au lieu de subir les initiatives de Poutine. C'est le but politique de Sky Shield. Certains disent que ça serait synonyme d'une escalade. Vous leur répondez quoi ? C'est pas une escalade, c'est une échelle à côté. Soit dit en passant, c'est une escalade. On a le droit de défendre nos amis. Donc, faut arrêter de dire l'escalade. C'est comme si votre voisine se fait tabasser dans la rue, je me précipite et le gars qui la tabasse me dit qu'est-ce que c'est que cette escalade. Nous avons une voisine qui est agressée depuis des années, depuis 2014. Pour l'instant, elle crie bien fort et on lui dit on est avec toi et on t'envoie nos meilleurs avocats. Il y a un moment où il faut que ça cesse. Vincent Mertens, pourquoi ce projet n'aboutit pas selon vous ? On parlait d'une bonne idée politique, est-ce que c'est aussi des freins politiques ? Je ne connais pas toutes les données du projet, mais le plus grand obstacle jusqu'à présent est le manque de coopération entre les grandes sociétés nationales.
Donc on a surtout privilégié les sociétés nationales et c'est dans le dessin d'un projet commun où les systèmes vont pouvoir fonctionner ensemble qu'on pourra faire des progrès. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, me semble-t-il. Pour terminer de manière plus large, est-ce que selon vous, la Russie se prépare réellement à une guerre avec l'OTAN ou est-ce qu'elle cherche avant tout à intimider, voir jusqu'où on peut aller ? La guerre avec l'OTAN, c'est très gros. Dépend évidemment de ce que les États-Unis vont faire là-dedans, parce que quand on invoque l'article 5, quand on le met en œuvre, chaque pays continue à décider quels moyens ils mettent en œuvre. Mais les moyens de l'OTAN, ça fait beaucoup, surtout si on y inclut les États-Unis. Donc je ne crois pas que c'est un objectif désiré. Il va préférer nettement aller grignoter des morceaux où il n'attendra pas de réaction, ou ce genre de réaction que nous avons avec beaucoup de retard, que nous n'avons toujours pas de façon adéquate aujourd'hui. Donc il a une certaine latitude d'action, mais s'attaquer à l'OTAN me paraît une folie furieuse. Déjà, ce qu'il a fait en Ukraine est une grande folie, mais ça fonctionne. Passer au stade suivant contre l'OTAN, c'est une très grosse bouchée. Général, on est au stade quand même de l'intimidation de la part de Vladimir Poutine, ou vous le voyez aller plus loin ? Alors, oui, nous sommes dans l'intimidation. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit l'ambassadeur et la pression. Ceci dit, les actes qu'il pose, les actes militaires qu'il pose, sont aussi utiles pour une préparation militaire d'agression. Donc, c'est pas totalement innocent ce qu'il fait. J'étais allé en Estonie il y a 1 an et les Estoniens disaient de deux choses l'une. Soit Poutine perd sa guerre contre l'Ukraine d'une façon ou d'une autre et il voudra se venger, soit il gagne sa guerre contre l'Ukraine et ça lui donnera de l'appétit. Dans les deux sens, on a le mauvais côté du deal. Donc il faut qu'à l'intimidation, nous réagissions par un changement de règles. Ça pourrait être Sky Shield, je ne dis pas que c'est la seule solution, mais nous devons nous mettre, les Européens, sans attendre les Américains, nous devons nous mettre dans le mode que nous sommes à la mesure de la Russie. Nous sommes 350 millions, les Russes sont moins de 140 millions. Notre économie, c'est 15 fois l'économie russe au total. Enfin, il n'y a pas de raison qu'on ait peur de la Russie. C'est peur de Poutine. Vincent Mertens, il n'y a pas de raison qu'on ait peur, effectivement, mais si on fait un peu de politique fiction, si on parle d'un délai court, si un jour la Russie décide d'aller plus loin, aujourd'hui on a un Occident qui est divisé, une Europe qui est divisée, on a des États-Unis totalement imprévisibles aujourd'hui, face effectivement à Moscou et face à des alliés quand même de taille, des alliés chinois, nord-coréens, iraniens. Est-ce qu'on serait de taille aujourd'hui ? On est en train de réagir. On est en train de se réarmer, on est en train de réorganiser et développer l'industrie d'armement. Je crois que, moi je n'ai pas une vue très claire, mais je crois que ce qui se fait et qui s'est fait fort tardivement est probablement relativement impressionnant. Donc notre capacité d'agir militairement dans la durée, parce que c'est cela qu'il faudra faire, est en train de s'améliorer. Donc les chances de Poutine ou ses opportunités sont peut-être à court terme, alors que je ne crois pas qu'elles existent pour lui. À plus long terme, ces risques vont augmenter. Général, votre avis sur la question pour terminer ? Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur. À court terme, c'est Poutine qui maîtrise le jeu. À long terme, il s'épuise. Voilà. Et il faut qu'on se prépare, en réalité, à l'après-Poutine. Mais c'est un autre sujet. Merci beaucoup Vincent Mertens d'avoir été avec nous dans Le Monde Orient, ancien représentant permanent adjoint de la Belgique au sein de l'OTAN et ancien ambassadeur de la Russie. Et puis un grand merci aussi au général Michel Yakovlev d'avoir été avec nous ce soir, ancien vice-chef d'état-major du CHEP. On espère vous retrouver très bientôt sur LN24. Le Monde Orient, ça continue en images avec d'abord Donald Trump qui débarque au Royaume-Uni pour une deuxième visite d'État historique. Un visage aussi, celui de Tyler Robinson, inculpé pour l'assassinat de Charlie Kirk. Et puis direction l'Allemagne où Christian Bruckner, le principal suspect dans l'affaire Maddie McCann, est sorti de prison. Tout ça, c'est dans l'arrêt sur image et c'est signé Alexandre Gérard.
Et on commence avec une arrivée remarquée. Les Britanniques ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir Donald Trump. Cette visite d'État historique durera jusque demain et au moment de l'arrivée de Trump sur le sol britannique, voilà ce qu'on pouvait voir sur le château de Windsor, des photos liées à l'affaire Epstein. C'est là que le président américain a rencontré le roi Charles III aujourd'hui et ces images, elles symbolisent les critiques qui pèsent sur cette visite outre-Manche. You know, state visits aren't given out very often, and the fact that we've given two to someone like Trump, who's caused turmoil across the whole world and within his own country, is just horrible. L'objectif de cette visite d'État pour le pouvoir britannique, faire baisser les droits de douane de 25% sur l'acier. D'autres avancées pourraient être annoncées. On parle notamment de liens plus forts entre les deux pays dans la recherche en intelligence artificielle. Aujourd'hui, supporters et anti-Trump se sont rassemblés devant Windsor. I'm here today because we are making history. Nobody thought it could be possible. In 2020, when President Trump was rigged out, the whole world thought that we are finished. We're not going to come back. But who never relented. Si le gouvernement britannique espère que cette visite d'État lui rapportera gros, elle lui coûte aussi un sacré paquet d'argent. 6000 policiers sont mobilisés pour une facture de 20 millions de livres, soit l'équivalent du dispositif pour le couronnement du roi Charles III, excusez du peu. Deuxième image, celle de Tyler Robinson en vidéosurveillance. Il est présenté à un juge après l'assassinat du militant d'extrême droite Charlie Kirk. Sa détention est confirmée. L'auteur du tir est officiellement inculpé pour meurtre. Tyler James Robinson intentionally selected Charlie Kirk because of Tyler James Robinson's belief or perception regarding Charlie Kirk's political expression. We did file just recently, within the last few minutes, a notice of intent to seek the death penalty. Robinson a justifié son geste par la haine diffusée par Charlie Kirk. Dans une conférence de presse, le procureur a donné plus de détails sur la reddition du meurtrier présumé. Tyler Robinson s'est rendu à la police avec ses parents et un ami de la famille. Selon la maman du suspect, il était devenu plus engagé politiquement. Robinson's mother explained that over the last year or so, Robinson had become more political and had started to lean more to the left, becoming more pro-gay and trans rights oriented. She stated that Robinson began to date his roommate, a biological male who was transitioning genders. Avant de passer à l'acte, Tyler Robinson aurait prévenu sa colocataire de sa volonté de tuer Charlie Kirk. Le procureur a rappelé dans son intervention qu'un procès devrait encore avoir lieu. Troisième image, celle d'un convoi de police qui quitte une prison. À l'intérieur, Christian Bruckner, c'est le principal suspect dans l'affaire de la disparition de Maddie McCann. Il purgeait une peine pour viol dans une autre affaire qui date de 2005 au Portugal, pays où a disparu la jeune américaine. Das kann ich bestätigen. Vor ein paar Minuten hat Christian B. hier die JVA in Sehne verlassen und somit ist hier unser polizeilicher Einsatz vor Ort auch beendet. Il y a une dizaine de jours, le procureur de Brunswick a tiré la sonnette d'alarme quant à sa libération. L'homme de 48 ans pourrait maintenant quitter l'Allemagne alors que la mort de Maddie McCann n'a jamais été élucidée. Aber es ist natürlich so, das habe ich auch immer gesagt, wir haben keinen forensischen Beweis für den Tod von Madeleine McCann. Das heißt, wir müssen natürlich zum einen beweisen, dass Madeleine McCann tot ist, zum anderen müssen wir auch beweisen, dass Christian B. dafür verantwortlich ist. Christian Bruckner n'a suivi aucune thérapie en prison, ce qui fait dire au procureur que le risque de récidive est grand. Voilà qui termine ce dernier arrêt. On se retrouve demain avec 3 nouvelles images qui auront fait l'actualité. Et l'arrêt sur image, c'est tous les soirs dans le Monde Orient et en replay sur ln24.be. Dans quelques instants, on va découvrir une BD passionnante sur un homme, une figure majeure de la décolonisation africaine, Patrice Lumumba. Les 2 auteurs de cette BD seront avec nous dans un instant. Restez bien sur ln24. À tout de suite. Et de retour dans le Monde Orient, place à nos grands invités, place à la règle de 3 de Nicolas Pitz et Pierre Lecrenier.
Et donc chaque soir dans Le Mondorien, je vais donc vous donner trois mots pour présenter nos invités du jour. Et le premier mot que j'ai choisi pour ce portrait, c'est mémoire. Parce que la BD que vous venez nous présenter aujourd'hui, c'est celle-ci, L'Adam, qui n'est pas un simple récit historique, qui n'est pas un simple documentaire. C'est une œuvre de mémoire qui remet en lumière Patrice Lumumba, figure majeure de la décolonisation, premier ministre du Congo. En retraçant son itinéraire, vous redonnez chair à une mémoire qu'on a longtemps voulu effacer, mais qui reste essentielle pour comprendre notre présent, avec notamment un célèbre discours le 30 juin 1960, date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Le deuxième mot que j'ai choisi, c'est Dents, un titre choc qui vient de Gérard Sauté, ce policier belge qui en 2001 raconte avoir participé à l'assassinat de Lumumba et exhibe 2 de ses dents. Cette scène glaçante, elle a été un électrochoc pour vous. Cette dent, c'est à la fois la trace d'une barbarie mais aussi le symbole de ce qui subsiste, malgré tout une mémoire impossible à arracher. Et puis dernier mot, c'est couverture. Alors rien d'original, mais je voulais mettre en avant cette couverture de BD juste à côté de moi que vous venez nous présenter ce soir, parce qu'avant même d'ouvrir la BD, tout est déjà dit. On y retrouve le roi Baudouin, l'atomium, la pils, le casque colonial ou encore des statues congolaises. Une couverture qui raconte à elle seule le lien ambigu entre la Belgique et le Congo au tournant des années 60 et des détails qui en disent long sur l'histoire de ce rendez-vous gâché de cette indépendance précipitée. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci de passer par Le Mondorien pour cette BD, cette très belle réussite. Honnêtement, ça s'appelle L'Adam, la décolonisation selon Lumumba et c'est publié chez Glénat. Tout d'abord, la même question pour tous les deux. Qu'est-ce qu'il représentait à vos yeux, Patrice Lumumba, Nicolas Pitz et puis Pierre Lecrenier? Lumumba, ça représentait pas mal de choses parce que j'avais déjà fait un bouquin, une bande dessinée qui parlait un petit peu de lui via quelqu'un d'autre, mais une activiste qui s'appelait Angela Davis, américaine, et qui en parlait un petit peu. Et aussi, c'était une histoire familiale, en fait. Donc, ma maman est née là-bas. Et en fait, il y avait quand même cette espèce de souvenir des années 60 où ils ont dû rentrer en Belgique. Et donc, j'ai entendu souvent, étant petit, parler de Lumumba sans vraiment savoir. Sans vraiment savoir son parcours, son histoire aussi. On en apprend beaucoup dans cette bande dessinée. Pierre Lecrenier, quand on vous a proposé de participer à ce projet sur Patrice Lumumba, vous êtes dit quoi? Donc, Nicolas, on travaille dans le même atelier. On en avait déjà parlé avant. Moi aussi, j'ai de la famille qui est partie là-bas pas très longtemps, mais qui est moi je connais Patrice Lumumba par ce biais-là aussi. Donc on en a déjà parlé avant avec Nicolas, et puis donc quand il a voulu travailler avec quelqu'un, on a discuté entre nous, et puis ça s'est fait assez naturellement, quoi. Donc voilà. Et on en apprend effectivement beaucoup sur lui, on va en parler. J'aimerais à présent qu'on regarde une interview qui fait honnêtement froid dans le dos, souvent insoutenable, celle de Gérard Sauté, cet ancien policier belge qui a participé à l'assassinat de Patrice Lumumba. On l'écoute, c'était en 2001. On a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois, hein. Mais alors on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans les batteries, des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été dissous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein. Alors il doit venir avec 2 dents de moins devant. Ce rire glaçant, je le disais, interview assez insoutenable. Nicolas Pitz, cette fameuse interview de Gérard Sauté, je le disais, elle date de 2001. C'est vraiment cette interview qui a un peu tout déclenché pour cette bande dessinée qui commence d'ailleurs par ces mots glaçants de cet ancien policier belge. Oui, en fait, c'était aussi toute l'impunité qu'il y avait derrière lui. En fait, aussi, ça a duré très longtemps. Là-dedans, il y a toute une histoire de recel, parce qu'il y a une histoire familiale, vous vous renseignerez. Mais en fait, pour nous aussi, avec Pierre, ce qui était le déclencheur, c'est qu'on n'en a pas parlé du tout à l'école.
en fait. On a eu un manque cruel là-dessus de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a un espèce de non-dit durant toutes mes études, on n'en a jamais parlé. Et si on en parlait, c'était toujours de Léopold et de ce qu'il avait fait, sa grande construction, d'Albert, etc., etc. Mais de ça, non, jamais. Un silence, une omerta. Et Pierre a un peu vécu pareil, je pense. Oui, et puis même maintenant, donc moi j'ai des ados, enfin il y en a un qui est en fin d'adolescence, on va dire, mais à l'école, ils n'en parlent pas non plus. Ils ont un peu parlé de colonisation, mais Lumumba, c'est quelque chose que... C'est vrai que je pense qu'on pose aujourd'hui la question dans la rue, est-ce que vous savez clairement qui est Patrice Lumumba aujourd'hui? Je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui répondent oui aujourd'hui. C'est vague, ou alors les gens connaissent chacun un peu son histoire par rapport, pense savoir qui c'était et qu'est-ce qu'il a fait en fonction du discours qu'il a eu. Et donc ici, le but, c'était justement de retracer toutes les périodes avec les éléments clés de la vie de Lumumba pour que justement, donc là, vraiment, c'est factuel. Tout ce qu'on raconte dans la BD, ce sont des éléments qui sont avérés, qui se sont passés. Et on a essayé de rendre ça fluide pour qu'après cela, on puisse en discuter, avoir un débat là-dessus si on veut, mais en tout cas, connaître l'histoire du début à l'indépendance. C'est une BD aussi pour ouvrir le débat, Nicolas Pitz? Une BD pour ouvrir le débat, est-ce que c'est aussi le but? Ouais, en même temps, c'était aussi, justement, la BD, c'est accessible encore, justement, à moi, à 15 ans, ado, lire une thèse sur Patrice Lumumba, sur l'indépendance, ça m'aurait pas plu. Il y a des films qui existent, il y a des très bons reportages, et nous, l'idée, c'était aussi de ne pas faire un reportage bande dessinée. Une bande dessinée, ça reste quand même un récit. Donc, c'est une histoire, ça se lit assez vite, on voulait quelque chose de fluide, on ne rentre pas dans tous les détails. Avec pas trop de dialogue, d'ailleurs, aussi, on les Exactement. Passe à l'image. Parce que c'était un politicien, parce qu'il y a déjà tous ces discours, et c'est très intéressant. C'est une porte ouverte, en fait, la bande dessinée, vers autre chose, si on veut s'en aller plus loin. Tant pour les dessins que le texte, même si je le disais, le texte n'est pas trop présent, justement, ce qui permet une lecture aussi assez facile pour apprendre ce parcours aussi assez phénoménal de Patrice Lumumba. Pierre ou Nicolas, j'imagine qu'il y a eu un énorme travail de recherche aussi pour cette bande dessinée. Oui, de la recherche au niveau historique, puis au niveau aussi des ambiances, des scènes. On a dû évidemment aussi, donc il y a une partie aussi d'imagination, donc ça reste, il reste un peu de fiction dans le sens où on doit lier les éléments les uns aux autres, mais on reste véridique sur tous les éléments clés, quoi. On parlait aussi de revoir des scènes aussi parfois insoutenables, comme cette interview qu'on a vue au début, même l'illustrer aussi. Vous avez dû la voir des dizaines de fois, cette interview sans doute. Comment on réagit face à ça? Ça, c'était un peu une des discussions du début. Enfin, dans mon dernier bouquin, c'était un peu pareil, ça parlait de guerre, etc. Et donc ici, voilà, je pense qu'on a essayé de suggérer les choses. Mais je pense que, donc, notamment les scènes de fin, j'ai beaucoup travaillé sur l'ombre, sur des jeux de silhouettes et des choses comme ça. Parce qu'on veut pas non plus un début beaucoup plus lumineux. Voilà, oui, voilà. Et même dans la BD, je sais pas si ça se voit, mais ça s'assombrit en fait au niveau des couleurs au fur et à mesure de l'histoire. Et donc voilà, ça on a pas mal parlé aussi de la fin, donc de savoir qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on monte pas. Il faut pas que ce soit voyeuriste non plus. Mais bon, en même temps, c'est des scènes hyper importantes, donc on les a mises quand même, quoi. Nicolas, Patrice Lumumba, c'est un héros pour certains, ça peut être un personnage controversé pour d'autres. Est-ce que vous avez voulu lui donner une image aussi à ce Patrice Lumumba, ou tout a voulu être fait de la manière la plus objective possible, juste raconter une histoire et on s'en fera chacun son opinion? L'objectivité était hyper importante quand même. C'était un politicien, il y a eu des actes, il y a eu des choses, il y a eu pas mal de choses, notamment un passage en prison avec lui qui était compliqué. Justement, on s'est dit, il y a des gens qui disent que ce passage en prison, c'était l'autorité coloniale de l'époque, donc est-ce qu'on peut vraiment les croire, etc. Moi, je suis resté dans les faits. Concrètement, les faits sont là. Il n'y a plus de secret. C'était en 1961, donc ça date. Et en vrai... rester objectif, c'était vraiment mon but, et que ça soit fluide dans la lecture. C'est une histoire qui est finalement pas si compliquée, même si on nous a mis de la fumée pour essayer de nous dire qu'il y avait encore des mystères, etc. En le redécouvrant et en lisant énormément et en discutant énormément avec Pierre, on se rend compte que finalement il n'y a pas tellement de secrets, et que aujourd'hui on
on va rechercher qui a fait quoi, des actes, des conséquences, mais ce sont des conséquences. Et puis c'est une histoire dont notre pays a sûrement honte aussi à plein des égards et des choses qui ont été cachées pendant très longtemps. Pierre, on voit ces images d'arrestation notamment. Alors vous l'avez beaucoup dessiné dans cette bande dessinée, Patrice Lumumba. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui, dans son attitude, dans son énergie, dans son visage peut-être? Moi je trouvais que c'était quelqu'un de très classe, de manière générale, et on a joué un peu là-dessus aussi parce que justement l'arrestation, là on lui enlève, on essaie vraiment de lui enlever sa dignité comme ça, alors que c'était quelqu'un, bon après c'est ce qu'on s'imagine aussi, hein, voilà, mais la vision qu'on en avait tous les deux, c'est quelqu'un qui était très intelligent, qui avait une grande culture, très bon orateur, voilà, très bon orateur, et donc on a voulu essayer de garder ça. Et après, on compense ça aussi par sa vie privée avec sa femme qui a un rôle important dans l'histoire. De Pauline. Voilà, de Pauline. Qui a été une activiste aussi, d'ailleurs. Tout à fait. J'invite les gens à aller voir aussi son histoire. Voilà, c'est vrai que vous la mettez en avant dans cette bande dessinée aussi. Voilà. On l'invite aussi à la fin de l'album notamment à aller se renseigner. Donc voilà, je crois que ça rend aussi le personnage plus humain parce que bon, finalement Lumumba, ça reste, on a des images comme ça, c'est très politique, mais il y avait tout l'homme derrière. Il y a aussi toute l'histoire avec Clément, son ami français. Il retourne dans son village, il échange beaucoup avec lui, donc on a travaillé beaucoup là-dessus. Moi, je vois quelqu'un d'assez classe, réservé, voilà. Et j'essaie de retranscrire ça dans les dessins. J'ai cité cette date aussi, le 30 juin 1960. On va revenir dessus rapidement avec Alexandre Gérard et on en parle juste après. C'est une passe d'armes qui restera dans l'histoire des relations entre le Congo et la Belgique. Nous sommes le 30 juin 1960. C'est la 3e visite du roi Baudouin au Congo qui est encore belge à l'époque. Le pays est en crise et le roi ne peut apporter de solution. L'indépendance est signée ce jour-là et dans son discours, le roi Baudouin loue le colonisateur Léopold II. La réponse de Patrice Lumumba, Premier ministre congolais, est cinglante. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voeux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Une fois l'indépendance prononcée, c'est le chaos dans la région. Le Katanga, soutenu par la Belgique, et le Sud-Kasaï font sécession. Patrice Lumumba est arrêté et envoyé au Katanga. Là-bas, il sera exécuté, son corps détruit. Cette exécution restera un mystère pendant des années. Nicolas Pitt, cette passe d'armes aussi qu'on entend et ces mots très forts aussi de Patrice Lumumba, pourquoi ce moment il est si important? Ça a été le moment de rupture? Ça a été un moment, en fait, c'est aussi à ce moment-là que la Belgique se rend compte aussi qu'il a un peu insulté le roi. C'est quelque chose qui se faisait absolument pas à l'époque. Et en fait, se rend compte que, il a osé alors que tout se passait bien. C'était prévu depuis 1 an, qu'on nous disait, nous, Belges. Je me projette, mais c'est un peu comme ça que, en tout cas, les anciens m'en parlent, en tout cas. Parce qu'on a travaillé quand même sur un travail de recherche. Et c'était vraiment ça. On avait insulté, donc quelque part, son assassinat, c'était presque mérité parce qu'il avait quelque part craché sur la Belgique. En 2022, la Belgique a restitué à la famille de Lumumba une dent, une restitution qui peut sembler honnêtement être une bien mince compensation par rapport à tout ce que la Belgique lui a fait vivre aussi, la responsabilité de notre pays dans cette affaire, mais c'est important de le faire malgré tout. Vous qui avez suivi cette histoire quand même, d'apprendre ça aussi, bon, vous l'avez documenté aussi, mais de l'apprendre, on s'est dit, ben voilà, c'est un juste retour de l'histoire. Ça a été long, ça a été très compliqué pour les familles, je pense. Et puis, dans un sens, c'est le minimum du minimum. En fait, il y a aussi l'idée du trophée dans cette histoire. C'est ça aussi, c'est qu'on porte cette responsabilité tous et tout un chacun. C'est ça qui est méga triste dans cette histoire. C'est que, en fait, on a une espèce d'encore impunité par rapport au Congo et on le voit par rapport justement à l'école de nouveau. Pourquoi est-ce qu'on nous en parle pas plus, en fait? C'est quand même très étrange encore. Alors oui, est-ce qu'on est encore traumatisé de ça? Moi, je suis un enfant de mes parents qui sont nés là-bas. Ils ont max grandi 10 ans là-bas. Je veux dire, on peut en parler librement, je pense. Et c'était ça aussi le but de faire cette bande dessinée, c'est dire, attends, c'est quand même bizarre. On n'entend toujours pas parler, et notamment dans la bande dessinée, maintenant il y a énormément de lecteurs français, et puis c'est un gros marché français, la bande dessinée.
Et en fait, on s'est rendu compte que personne qui connaissait Patrice Lumumba. Et on s'est dit, c'est quand même incroyable qu'on ait le pays d'à côté et que personne sait qui c'est. Voilà, c'était aussi ça, une impulsion de le faire connaître un peu plus. Et Pierre, je citais cette couverture aussi dans la règle de 3, cette très belle couverture avec tous ces symboles aussi, pour montrer à quel point les liens ont été très compliqués entre les deux pays et à quel point effectivement la Belgique a encore du mal aujourd'hui à regarder son histoire en face. Oui, et d'ailleurs par rapport à la couverture, donc c'était difficile de trouver une couverture au départ, parce que en général, on partait sur une idée, donc ça montrait un des aspects, alors que c'est beaucoup d'aspects à agencer. Et en fait, je suis parti sur cette couverture-là parce que j'ai repensé à l'époque. Donc c'était l'époque, c'est l'Atomium, l'Expo 58, c'était le design des années 50, etc. Et en fait, on ressent ce genre, enfin donc toute cette identité-là. On la ressentait à la fois ici et au Congo, dans les bâtiments coloniaux, etc. Donc c'est comme ça que je suis parti là-dessus. Ça permettait de montrer toutes les facettes et la complexité des relations entre les deux pays, quoi. Très belle couverture, en tout cas, vous avez fait le bon choix. On va terminer avec une chanson, un chef-d'œuvre signé Jacques Brel. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Pourquoi elle apparaît à la fin de l'album, cette chanson ? Pierre, tu vas ? Non, vas-y. On voulait un petit électrochoc, mais très léger, du fait où, en fait, il a grandi, même s'il a grandi dans un système colonial, Lumumba, quelque part, ça représente aussi la Belgique. Et qui de plus belge que Brel ? Et en fait, il aurait voulu aussi, on le voit dans son parcours, changer aussi notre ancienne colonie et la faire évoluer vers un système juste où les hommes sont égaux, etc. Et en fait, Brel, toute sa vie, il a essayé de faire ça aussi. Donc c'était aussi un clin d'œil, voilà. Et de nouveau, une référence à la Belgique, parce que pour nous deux, quelque part, il fait partie de notre histoire, quoi. Voilà. Et quoi de mieux que pour terminer une histoire de mettre du Jacques Brel et cette très belle chanson Ne me quitte pas. Merci à tous les deux, vous restez encore un tout petit peu avec nous puisque c'est le moment de faire un tour d'horizon de tout ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux et c'est dans le scroll avec Marie-Jean Riès. Salut Marie, on commence avec une photo qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux chez nous en Belgique. Oui, alors la photo, vous allez la voir, c'est celle-ci. À gauche, vous avez donc Nafissa Toutiam, triple championne olympique d'heptathlon, qui se fait, vous le voyez, soigner par son kiné. Alors pourquoi cette photo prise à Tokyo hier fait tellement parler ? Parce qu'en fait, Nafissa devait participer cette semaine au Japon à un camp d'entraînement organisé par Belgium Athletics pour les athlètes belges. Sauf que la championne a refusé de signer un code de conduite avec Belgium Athletics. Elle appelle ça un contrat commercial. Et donc, Nafissa affirme qu'elle a été interdite de camp d'entraînement et son kiné aussi. Alors la fédération belge nie, elle dit qu'elle avait tout à fait le droit d'accéder à l'entraînement. On ne sait donc pas réellement ce qu'il en est. Mais voilà, hier, l'entourage de l'athlète a partagé cette photo sur laquelle on voit donc Nafissa qui se trouve hors de la zone réservée au stage d'entraînement. Une photo très symbolique donc. On continue Marie avec l'audition du directeur du FBI, Kash Patel, il était hier au Sénat et il sera aujourd'hui à la Chambre des représentants. Oui, alors je m'excuse d'avance, je vais encore vous parler de Charlie Kirk, mais c'est pour ça que Kash Patel était auditionné hier et aujourd'hui, quelques heures seulement après l'assassinat de l'influenceur. Il s'était vanté sur X d'avoir arrêté le tireur, sauf qu'en fait, c'était pas le bon suspect. Devant le Sénat hier, Kash Patel s'est donc justifié. Il a aussi dû se défendre dans une autre affaire, l'affaire de trafic sexuel liée à Jeffrey Epstein. Et apparemment, vous allez voir, parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. You are the biggest fraud to ever sit in the United States Senate. You are a disgrace to this institution and an utter coward. I'm not surprised. I'm not surprised that you continue to lie from your perch and put on a show so you can go raise money for your charade. You are a political buffoon at best.
Bon ambiance au Sénat américain et ça va encore plus loin quand le démocrate Cory Booker s'en prend à Kash Patel. I believe you're failing as a leader and that your failure does have serious implications for the safety and security of Americans and our families. We're more vulnerable to domestic and foreign attack because of your failures of leadership. I don't think you're fit to hand the bureau, but here's the thing, Mr. Patel. I think you're not going to be around long. Voilà, sauf qu'en général, quand on attaque quelqu'un, ça se finit pas très bien, regardez. Sir, you don't tell me my time is over. You the know how people far of New we've Jersey come tell me since what my Utah? time is. You can't lecture me. You can tell me Sir, my time's over? You may be the charge of the I'm not FBI, going anywhere. but I am not afraid of you, Mr. Chairman. Not afraid of you. Voilà, et aujourd'hui, Kash Patel était donc à la Chambre des représentants au plus grand bonheur des internautes puisque ces échanges ont été abondamment relayés sur les réseaux sociaux. Et puis on termine, Marie, avec un sujet bien plus léger, la nouvelle mode sur TikTok, et ça consiste à avoir l'air fatigué. Enfin, une tendance qui me parle. Sur TikTok, désormais, pour être belle ou beau, il ne faut plus avoir une peau parfaite ou lisse, une tonne d'ombre à paupières ou des lèvres parfaites. Non, le must-have maintenant sur TikTok, c'est d'avoir des cernes. Et il y a même, vous le voyez, des tutos. Alors, désolé, mais ça se voit quand même que la moyenne d'âge sur TikTok, c'est des gens qui vont encore à l'école. Parce qu'attendez qu'ils arrivent dans la vie active et là, ils n'auront plus besoin de tutos pour avoir l'air fatigué. Et cette tendance, elle a quand même une origine. Vous allez voir, l'inspiration, ce serait Jenna Ortega dans la série Mercredi, vous l'avez peut-être vu. Et puis, vous allez la voir, teint blafard, yeux cernés. Moi, j'ai quand même une meilleure solution à vous proposer pour économiser le maquillage. Vous passez un hiver entier en Belgique et vous inquiétez pas qu'à la fin, vous pourrez jouer dans la saison 3 de Mercredi. C'est un très bon conseil, Marie, honnêtement. On va être d'accord sur le temps en Belgique, et ou sinon, travaillez avec nous, vous verrez, vous aurez des cernes comme moi. Merci, Marie. Le scroll, c'est tous les soirs dans Le Monde ou Rien ou en replay sur ln24.be. Nicolas Pitz, Pierre Lecrenier, merci encore d'avoir été nos invités dans Le Monde ou Rien. Je rappelle donc cette bande dessinée à lire absolument. Ça s'appelle Là-dedans, la décolonisation selon Lubumba. Et c'est très intéressant. À très bientôt sur LN24. Bon, Le Monde ou Rien, c'est déjà terminé, mais on se retrouve bien sûr demain. Merci à Richard de Wulf à l'édition. Merci aux équipes techniques. Le Monde ou Rien revient demain, 22h sur LN24.